Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet des Olympiades de physique 2020, les figures de Lichtenberg. Donc, qu'est-ce que sont les figures de Lichtenberg? Donc, ce sont des figures caractéristiques que l'on retrouve dans différents matériaux isolants comme des blocs de verre, du plexiglas ou du bois, dans notre cas. Donc, lors de décharges électrostatiques avec une tension très importante de plusieurs milliers de volts. Donc, notre objectif est de reproduire ces figures sur du bois avec le matériel disponible à l'intérieur du lycée. Puis, nous approfondirons en apprenant comment faire varier différents facteurs afin de modifier le rendu. Donc tout d'abord, il y aura la chronologie et le détail des expériences, c'est-à-dire avec le balbutiement, les ratés, les conclusions, puis la présentation du montage et des mesures de sécurité. Ensuite, nous approfondirons donc en voyant du coup la corrélation entre le champ électrostatique et tracé des figures, puis l'importance des solutions utilisées, et enfin le contrôle des figures. Pour notre premier essai, nous avons utilisé une planche de bois et nous y avons appliqué une solution d'hydrogénocarbonate de sodium sur la surface. Ensuite, nous avons utilisé comme source de courant, dans un premier temps, un générateur de courant continu avec une basse tension et un fort ampérage, puis avec un générateur de tension continue d'une tension de 2000 volts, et enfin avec la machine de Winchart. Cependant, tous ces essais ne furent pas concluants. Après réflexion, nous avons déterminé plusieurs problèmes qui peuvent être à l'origine de ces échecs. Le premier étant le phénomène d'électrolyse, ayant pu former un amas d'espèces isolantes autour des électrodes provenant de la colle du bois par exemple. Nous en avons donc conclu qu'il fallait utiliser du courant alternatif afin de pallier à la réaction d'électrolyse. Pour notre deuxième essai, nous avons souhaité utiliser un générateur haute tension en courant alternatif, mais nous n'en avions pas de disponible au lycée, donc nous avons pris un transformateur de micro-ondes avec une tension de sortie de 2000 volts en courant alternatif. Donc voici le modèle utilisé pour nos expériences. Cet essai ne fut pas concluant non plus. Il y avait un problème de câblage que nous avons pu identifier et rectifier, ce qui nous a donc permis de réussir à reproduire les figures de Lichtenberg. Nous avons donc pu mettre en place un montage fonctionnel qui est le suivant. Donc tout d'abord, nous avons une planche de bois en médium, donc agglomérée en copeaux de bois, entrecollée à sec, afin d'améliorer la capacité d'absorption et du coup de permettre une meilleure observation des tracés. Puis, nous appliquerons du coup une solution ionique qui sera déposée sur le bois avant l'allumage du transformateur. Ensuite, il y a du coup un transformateur qui sera placé dans un boîtier qui est isolé de son environnement en bois et des électrodes. Donc concernant ce boîtier, nous avons voulu améliorer la sécurité du dispositif en mettant en point des précautions lors des expériences et du coup en améliorant le dispositif originel. Donc afin d'éviter tout contact avec le transformateur, un boîtier en bois a été construit afin du coup d'isoler le transformateur de l'environnement extérieur, vu qu'il contient des bobines haute tension et des câbles apparents. Donc de plus, nous tenons à distance pour éviter tout risque d'électrocution et des fusibles étaient présents pour éviter tout incendie. Donc ensuite, le boîtier est surélevé et comporte un ventilateur pour évacuer la fumée qui sera dégagée lors du tracé des figures. Et pour finir, nous avons adapté notre système avec une planche de bois en utilisant des pinces. Voilà, donc maintenant nous allons approfondir un peu plus le phénomène. Nous allons commencer par nous concentrer sur la corrélation entre le champ électrostatique et le tracé des figures. Tout d'abord, à force de réaliser nos expériences, nous avons remarqué que le tracé ne semblait pas complètement aléatoire. Même si les figures dans leurs détails étaient relativement différentes les unes des autres, il nous a semblé quand même assez évident que le tracé principal des figures, le tracé moyen des figures, semblait suivre le chemin le plus direct entre les deux électrodes, ce qui pourrait correspondre au vu de la situation à des lignes de champ. Donc notre hypothèse était que le champ électrostatique qui règne sur la planche imbibée de solution ionique influencerait le tracé des figures et que le courant électrique suivrait donc ces lignes de champ, ce qui paraît pas non plus complètement absurde. Pour mettre en évidence donc ce phénomène, nous avons utilisé un bac rempli de paraffine liquide. Nous avons commis une erreur dans notre mémoire, nous avons parlé de glycérine
alors qu'il s'agit effectivement de paraffine puisque la glycérine d'origine végétale n'est pas conductrice. Donc il s'agissait ici de paraffine sur laquelle nous avons saupoudré des graines de salade qui ont agi comme des dipôles, et lorsque nous avons placé un fort courant électrique entre les deux électrodes, comme vous pouvez le voir sur cette image, les dipôles donc composés des graines de salade se sont orientés pour mettre en évidence le champ électrostatique. Il nous est paru assez facile de mettre en évidence que le chemin moyen que suivaient les figures de Lichtenberg correspondait effectivement au chemin le plus direct qui est effectivement aussi les lignes de champ électrostatique. Nous en avons donc conclu qu'il y avait énormément de chances pour que les figures de Lichtenberg soient effectivement influencées par le champ électrostatique entre les deux électrodes. Nous allons donc maintenant parler des propriétés chimiques des solutions. Nous nous étions donc posé des questions sur la nature de la solution et notamment quelle était la solution la plus appropriée pour une telle utilisation. Dans les premières expériences que nous avons réalisées, nous avions utilisé une solution d'hydrogénocarbonate de sodium saturé. Nous savions déjà avant le projet que la solution était un des facteurs qui rendait l'expérience réalisable. En effet, le bois étant un isolant, l'utilisation d'une solution ionique permet le passage du courant dans celui-ci, car une solution ionique est conductrice, elle contient des ions, charges mobiles qui assure donc le passage du courant. L'utilisation d'une solution ionique diminue donc la résistance du bois. Lors des premiers essais, nous avions vite constaté que le bois entrait rapidement en surchauffe, nous obligeant à stopper l'expérience à cause des flammes notamment. Pour pallier à ce problème, nous avons alors pensé à diminuer la concentration de la solution, ce qui augmenterait donc la résistance du système. Nous savions que la diminution de la résistance induirait forcément une diminution de la puissance électrique dissipée en chaleur grâce à l'effet Joule. En effet, celle-ci peut être réécrite comme le produit RI carré, qui grâce à la relation U égale RI peut être également réécrite comme le quotient du carré de la tension électrique par la résistance. On a donc montré qu'une augmentation de la résistance pourrait pallier au réchauffement du bois observé. Nous avons donc dilué la solution afin d'en augmenter la résistance électrique, ou on pouvait aussi également utiliser une solution moins conductrice. Maintenant, nous allons commencer donc une nouvelle partie qui est donc d'essayer de comprendre comment contrôler ces figures de Lichtenberg. Je vous rappelle donc que notre objectif principal était d'essayer d'arriver à dessiner sur le bois avec ce phénomène physique. Nous avons donc essayé plusieurs techniques que nous allons détailler ci-après pour contrôler ces figures de Lichtenberg. Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé que des clous en guise d'électrodes, qui étaient des sources de courant ponctuelles. Dans un premier temps, nous avons fait varier la taille et la forme des électrodes. Pour cela, nous avons utilisé des tiges métalliques. Ensuite, nous avons pensé à coller de l'aluminium sur la planche en lui donnant une forme particulière, en forme de croissant par exemple. Il est alors apparu évident que les figures étaient influencées par la présence d'un objet métallique sur la planche. On peut noter deux cas particulièrement impressionnants. Le premier était que l'électrode en forme de tige n'a pas conduit à l'apparition de figures de son côté, même si elle a attiré les figures de l'autre électrode jusqu'au contact, ce qui est inhabituel. Le second étant le morceau de fil de fer qui a dévié les figures. Celles-ci n'ont pas suivi le chemin le plus court géométriquement, mais celui qui utilise le morceau de fil de fer a la résistance très faible. Toujours dans le but de contrôler nos figures de Lichtenberg, nous avons pensé à utiliser un champ magnétique. En effet, pour obtenir nos figures, nous faisons circuler dans une planche en bois imbibée de solution ionique un fort courant électrique. Ce courant électrique se propage dans la planche sous forme d'ions, qui sont des éléments chimiques qui sont chargés. Il ne paraissait donc pas absurde d'imaginer qu'il y avait une influence du champ magnétique sur le tracé de nos figures de Lichtenberg. Pour mettre en évidence ce phénomène, nous avons tenté de faire une expérience avec les bobines Delmotte, qui ont pour énorme avantage de produire un champ magnétique uniforme, ce qui permettrait donc de mettre en évidence facilement le lien entre les figures de Lichtenberg, entre le tracé des figures de Lichtenberg et le champ magnétique. Pour cette première expérience, nous avons placé notre planche à l'horizontale à l'intérieur des bobines. Cependant, comme vous pouvez le voir sur cette photo, nous n'avons pas obtenu de résultats très concluants. Sur la première image de gauche, donc les premières figures, vous pouvez voir le résultat sans champ magnétique, donc qui est notre expérience témoin. Les deux sur votre droite sont les résultats avec champ magnétique, et il n'est pas apparu de différence facilement identifiable entre les deux types de figures. Nous avons cependant rapidement identifié un problème dans notre montage qui pourrait être une explication raisonnable à cette absence de résultats concluants. En effet,
Dans notre montage, nous n'avons pas pris en compte que la résultante de l'interaction, donc la force de la place qui est la résultante donc de l'interaction entre les champs magnétiques et électriques, a lieu dans un tel montage verticalement. En plaçant notre planche à l'horizontale, il nous était donc impossible de constater une éventuelle déformation du tracé des figures. Donc pour cette deuxième expérience, nous avons décidé de placer notre planche à la verticale, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Cependant, là encore, cette deuxième tentative n'a pas été concluante. En effet, vous pouvez voir sur cette image, donc verticalement, la première expérience témoin sans champ magnétique, et horizontalement sur la même rondelle, l'expérience avec champ magnétique. Nous vous avons représenté par la flèche verte le sens de l'éventuelle déformation qui aurait pu avoir lieu à cause de la force de la place. Comme vous pouvez le voir, donc cette déformation n'a pas eu lieu, en tout cas très légèrement si elle a eu lieu, pas suffisamment visible pour que nous puissions conclure à une vraie influence du champ magnétique sur le tracé de nos figures de Lichtenberg. Un autre point que nous avons trouvé intéressant d'approfondir dans ce projet était la propagation des figures dans les 3 dimensions. En effet, lors de plusieurs expériences, on a pu voir que aucune figure ne se créait, mais que la solution ionique s'évaporait tout de même au centre de la planche. On a donc supposé que les figures se propageaient aussi dans la profondeur de la planche. On a pu vérifier cette hypothèse en pensant la planche sur laquelle nous pensions que les figures étaient passées à l'intérieur, et en prenant des photos à intervalles réguliers. Donc on peut ici voir des photos de la même figure de Lichtenberg à différentes profondeurs de la planche. Donc ça va de gauche à droite, du moins profond au plus profond. Ainsi, en jouant sur le niveau d'imprégnation du liquide de la planche, on peut dessiner des dessins très différents et plus ou moins détaillés. Parce que lorsque la planche était plus imbibée, ça permettait aux figures de se propager donc en profondeur. C'est lorsqu'on mettait donc une quantité plus importante de liquide, et longtemps avant l'expérience, que cela se produisait. On peut donc choisir de faire une figure uniquement en 2 dimensions, en mettant peu de liquide et rapidement avant de commencer la pratique, ou on peut choisir de faire des figures dans les 3 dimensions, en imprégnant beaucoup notre planche de bois, et ce, avant l'expérience, en attendant par exemple 5 minutes. Voilà, donc nous avons conclu cette partie assez consistante donc de tentatives de contrôler les figures. Nous allons maintenant vous montrer plusieurs images donc de nos expériences. Nous allons commencer donc tout de suite avec une première image qui est donc une expérience réalisée dans notre système de protection finale. Donc vous pouvez voir que les fumées sont ventilées, le plat en pyrex donc résistant à la chaleur a été placé au-dessus, et nos pinces en bois donc protègent, même si là en l'occurrence l'enveloppe est hermétique. Donc vous pouvez voir les 2 expériences. Cette deuxième expérience est donc une tentative, comme vous l'a expliqué Valentin tout à l'heure, de déformation d'une des électrodes, et donc vous pouvez voir là une image. Là c'était avant que le boîtier soit complètement finalisé. Et pour finir, vous pouvez voir là le résultat donc d'une autre expérience de tentative de déviation des expériences, comme vous en a parlé Valentin tout à l'heure. Voilà. En conclusion, il est possible de dessiner sur du bois avec du courant électrique. On a en effet réussi à produire plusieurs figures de Lichtenberg grâce à l'utilisation d'un générateur alternatif de haute tension. L'utilisation d'une solution ionique sur le bois est également capitale dans cette expérience, car c'est elle qui assure le passage du courant. De plus, on a pu mettre en place plusieurs mesures de sécurité pour améliorer le dispositif. L'utilisation de la haute tension et la combustion du bois à la fin de l'expérience la rendaient en effet dangereuse. Enfin, on a pu voir cependant que les figures étaient limitées en taille à cause de l'évaporation progressive de la solution, qui finit par mener à la combustion du bois. Dans un deuxième temps, on a eu l'idée de différentes techniques pour obtenir une plus grande diversité de figures et rendre ainsi l'expérience plus intéressante. Pour finir, nous nous sommes intéressés à la dimension fractale du sujet. Donc une fractale est une répétition à différentes échelles d'un même motif, et elles sont habituellement obtenues à partir d'équations mathématiques très complexes qui permettent donc d'obtenir une répétition rigoureusement identique des mêmes motifs à toutes les échelles. C'est-à-dire que plus on va zoomer dans la photo, plus on va avoir l'impression qu'on est toujours au point de départ. Les fractales les figures de Lichtenberg, donc ils sont parfois appelées à tort fractales de Lichtenberg, n'en sont pas vraiment, même si elles ont beaucoup de ressemblances. Elles sont effectivement composées d'une branche principale qui se subdivise en de plus petites branches et qui donne donc cette sensation que le motif se répète indéfiniment à différentes échelles.
Les fractales, comme je l'ai dit plus juste avant, sont donc des figures qui sont définies mathématiquement de manière extrêmement complexe et qui sont donc très difficilement étudiables avec nos compétences de lycéens. Nous sommes donc tournés vers les simulations numériques qui sont beaucoup plus abordables. Nous avons mis ici une image obtenue à partir d'un algorithme de diffusion limité par l'agrégation. C'est un processus donc numérique qui permet de simuler des fractales. Ce ne sont pas complètement des fractales, mais ça se rapproche beaucoup plus donc de nos figures de Lichtenberg. La photo qui est ici est tirée d'un article de Paul Bourque sur le sujet. Nous avons aussi retrouvé plusieurs animations, notamment donc celle-ci que je vais vous présenter maintenant. Donc c'est une animation sur laquelle vous pouvez voir donc le principe de la diffusion limitée par l'agrégation. Donc c'est-à-dire il y a plusieurs particules qui sont attirées par un point et dès que les particules se touchent, elles sont fixes. Donc vous pouvez voir que la figure grossit au fur et à mesure et donc donne un rendu qui est semblable au rendu des figures de Lichtenberg. Donc c'est pour ça que nous avons fait cette hypothèse que les simulations numériques pouvaient apporter un plus à l'étude de nos figures de Lichtenberg. Cependant, à cause du coronavirus, nous n'avons pas eu le temps donc ni d'arriver à développer un algorithme par nous-mêmes, donc ce sont des algorithmes qui ont été pris dans des articles sur internet, ni de pouvoir étudier plus profondément cette dimension fractale qui est pourtant extrêmement intéressante, mais aussi extrêmement complexe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. C'était pour les Olympiades de physique 2020, l'équipe du lycée Bellevue composée de Caroline Ramon, Pierre-Loup Tessier-Ouin, Valentin Platon et Thomas Delobel. Merci.